Un petit mot sur le séisme dans la cryptosphère là, dû à l'effondrement de FTX. Bon, ben, la police des Bahamas apparemment retiendrait donc Samuel Bankman-Fried d'ISBF parce que d'abord, euh, j'ai entendu qu'il voulait prendre la tangente sur Dubaï. Donc maintenant, ils le retiennent donc aux Bahamas surtout. Et la police ben, des Bahamas aussi est en train d'enquêter sur cette fameuse faillite. Alors, bon, ben, vous savez tous ce qui s'est passé. FTX aurait donc fait passer des fonds de sa plateforme sur la société donc Alameda Trading. Et donc, ben, par là même, ben, c'est vraiment quelque chose qui est interdit dans le milieu, on va dire, des transactions comme ça, parce que même vous prenez toutes ces plateformes, vous disent en gros que si jamais elles doivent utiliser vos fonds, d'abord elles vous demandent la permission, hein, et ensuite il n'est pas question qu'elles utilisent des fonds comme ça si vous ne donnez pas leur accord, votre accord, parce que ben, ce sont des ronds à vous hein, qui vous appartiennent, voilà, donc ils ne peuvent pas se servir comme ça. Donc FTX apparemment se serait servi, voilà, sans demander la permission à qui que ce soit. Et ensuite, eh bien, il les a fait passer, donc je vous dis, chez Alameda, qui, elle, s'est convertie dans le trading quantitatif des cryptos, des NFT. Bon, ben voilà, maintenant, donc, moi, ça me fait penser beaucoup donc, à ce qui s'est passé en 2008 sur la crise des subprimes, quand il y a eu ces bulles spéculatives, ces dérivés, tout ce qui a été toxique. Voilà, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. Ok, mais ensuite, le déclencheur, surtout le déclencheur, parce que en fait, ce que faisait FTX avec Alameda, personne ne savait trop ce qui se passait, hein, du moment que tout était tranquille. Mais le problème, c'est quand Binance, donc Changpeng Zhao, donc dit CZ, eh bien, il a dit bon ben je vais vendre en masse tous mes FTT. Alors FTT c'est la monnaie donc de FTX, hein, la crypto de FTX. Donc on se pose la question tous de savoir comment ça se fait que Binance a voulu vendre comme ça d'un seul coup d'un seul tous ses FTT. Même donc si FTX aurait voulu racheter ses propres jetons, hein, eh ben il pouvait pas parce que d'abord il avait plus de fonds de réserve. Ok. Alors est-ce que Binance CZ savait ce qui se passait sur peut-être des malversations, peut-être qu'il en avait déjà entendu parler et qu'il voulait se dégager total de FTX, voilà. Ou est-ce qu'il a voulu tout simplement shorter FTX pour pouvoir ben, se faire FTX, hein, tout simplement. Voilà. Alors ça, on le saura peut-être un petit peu plus après parce qu'il y aura des enquêtes, étant donné que déjà dans la zone européenne, le vice-président de Binance, Daniel Trinder, il a été entendu par les les législateurs donc anglais. Ensuite, maintenant, il va y avoir CZ qui va être entendu donc aussi par la SEC, c'est-à-dire le gendarme financier des US, puisqu'il y a quand même le ministère donc des, de la justice américaine ben, qui met son grain de sel dedans aussi, parce qu'ils vont enquêter quelles étaient les relations entre FTX et Alameda. Voilà, est-ce qu'il y avait pas un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y avait une sorte de délit d'initié, puisqu'apparemment Alameda, on dit qu'elle profitait d'infos que personne n'avait, donc pour pouvoir déjà faire son petit marché sur le trading, tout ça. Donc quelque part,
Tout ce petit monde va être entendu pour savoir pourquoi il y a eu un effondrement, pourquoi il y a eu une faillite, pourquoi les gens donc qui avaient placé leur argent donc chez FTX, ben maintenant ils se retrouvent nu et cru parce que bon, les particuliers, il y a des sociétés qui vont déposer le bilan, il y a des fonds d'investissement, bon voilà, donc tout ça, apparemment, ça va être, ils sont vraiment, ça va faire un schisme hein, pour eux, ça c'est bien clair, quoi, hein, voilà. Alors maintenant, ben, ces faits sont qualifiés quand même de nature criminelle, puisque la police qui enquête justement donc, sur les liens de ces deux sociétés, c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Voilà, donc maintenant, ben, Samuel, il a démissionné, John Ray l'a remplacé, et ils ont indiqué qu'effectivement, il y avait eu des transactions qui n'avaient pas été du tout autorisées, donc là, ça fait aussi, donc, quelque part, ben, ça nourrit justement ces enquêtes qui vont se passer, hein, c'est sûr. Alors maintenant, donc, FTX a été mise sous protection du chapitre 2 de la loi donc, américaine sur les faillites. Et ben, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que SBF va faire de la tôle? Comment est-ce que on va lui prendre sa fortune personnelle, du moins ce qu'il en reste, pour essayer de colmater les brèches pour les gens qui ont perdu beaucoup de dollars, quoi. Donc voilà, donc tout ça c'est dans les mains de la police, de la justice. Donc on aura certainement des nouvelles par la suite et on fera peut-être un peu le point là-dessus. Alors maintenant, même si par exemple la société qui est aux Bahamas, eh bien c'est la société, donc c'est la justice américaine qui prend le pas sur les Bahamas, hein. Voilà, puisque SBF avait transféré le siège donc de FTX aux Bahamas, puisque jusqu'à maintenant il était installé à Hong Kong, on va dire. Et donc il faisait donc ces transactions comme ça, mais c'est surtout parce qu'il avait dit, oui, les Bahamas sont une réglementation très, très claire sur les cryptos, donc c'est un peu l'argument qu'il avait donné pour transférer son siège, mais surtout ce qu'il oublie de dire, le petit Samuel, c'est qu'en fait, aux Bahamas, on paye vraiment très 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 peu d'impôts, quoi, hein, voilà, quoi. Donc, faut pas nous, hein. Bon, voilà. Donc maintenant, tout ce qui est FTX, qui, je vous dis, qui vraiment qui me fait penser vraiment à cette crise des subprimes, c'est parce qu'il avait calqué donc le modèle de la bourse académique, hein, tout ce qui est dérivé, les produits, etc. Donc, eh ben, il l'avait transféré, si vous voulez, sur le monde des cryptos. Et sa plateforme, ben, ça servait à ça. Voilà, en fait, quelque part, il avait facilité l'accès à de nombreux produits dérivés sur les cryptos, hein. Voilà, donc, et c'est ça aussi qui me fait vraiment penser, quelque part, donc, à ce qui s'est passé en 2008 pour la crise des subprimes. Bon, voilà. Ensuite, bon, ben, sur son profil à lui, ben, c'était un génie des maths, hein, des mathématiques. Il a fait des brillantes études au MIT, c'est-à-dire Massachusetts Institute of Technology. C'est un institut hyper coté donc en Amérique, voilà. Et donc, lui, il se dirigeait vers la branche scientifique jusqu'à ce qu'il fasse un stage donc à la fin de ce cursus là dans cette université. Il a fait un stage chez Jane Street Capital. C'est une société qui fait du trading quantitatif. Et là, il a appris le métier de courtier donc à Wall Street.
Et ben, il a performé un max, il a compris que on pouvait se faire énormément d'argent en travaillant donc comme trader et ça lui a profité parce qu'il s'en est bien servi par la suite. Vous allez voir comment. Voilà, donc maintenant donc en 2017, quand il a fini donc son cursus universitaire, bon, bah, il se dirige il fonde sa société Alameda en 2017. Ensuite, en 2019, il crée donc sa société FTX parce qu'il a compris que de toute façon, il pouvait monter une boîte concernant les échanges de crypto-monnaies. Voilà, mais surtout de 2017 à 2019, il achète en Amérique des bitcoins qui revend donc sur le marché asiatique, notamment au Japon. Et là, il se fait des gaps faramineux et il commence à accumuler donc ben, des millions de dollars. Il commence à avoir une certaine fortune parce que il fait donc il fait ses transactions sur le marché japonais. Voilà, ensuite il sort donc de Alameda, il était PDG de Alameda, il sort de chez Alameda pour effectivement donc créer sa société FTX qui va donc s'occuper des échanges de crypto. Voilà, donc c'est une société qui a été construite quelque part par un trader pour des traders. Donc ça, c'était sa devise. Voilà. Bon, maintenant, donc, on l'accuse, bien sûr, d'être un escroc. Bon, on va parler un peu. Mais surtout, on dit, c'est un philanthrope. C'est quand même quelqu'un qui a aussi reçu une éducation avec son frère. Euh, une éducation qui a été donnée par leur père, qui est un peu un adepte de l'utilitarisme. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement se délester de toutes les choses qui sont superficielles, dont on n'a pas besoin, et se consacrer uniquement sur ce qui est nécessaire, utile et essentiel pour vivre. Voilà. Donc, il y a même des portraits sur lui qui disent que, en fait, il vivait avec des colocataires dans une superbe maison, ok, mais enfin bon, il avait une vieille bagnole pour circuler, tout ça, parce que lui, sa façon de voir les choses, aussi en fonction de l'éducation qu'il a reçue, ça a été surtout de faire partie de, de cette espèce d'altruisme efficace qu'il appelle l'altruisme efficace. Il y a même donc un centre qui est à Berkeley, qui s'appelle le Centre pour l'altruisme efficace. Et même donc Samuel, il a bossé dans ce centre quand il a fondé sa société Alameda Research. Il a travaillé en tant que directeur du développement. Mais après, donc, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas travailler de front comme ça sur les deux sociétés parce que ça demandait énormément d'énergie. Donc, du coup, il a laissé ce centre de l'altruisme efficace pour se consacrer uniquement à sa société Alameda Research. Voilà. Donc, il faut voir aussi un peu le genre du personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui dit moi je veux me faire des ronds, ça c'est sûr, mais aussi c'est pour faire quelque chose de meilleur, quelque chose de voilà, il avait une espèce d'éthique de vie comme ça. Alors bon, on dit donc, je vous dis, bon, il est philanthrope, bien sûr. Il a énormément donné donc à Biden quand il a fait sa campagne en 2022. D'ailleurs, c'est le deuxième donateur parce que le premier apparemment ce serait George Soros. Mais lui, il a quand même donné à peu près à hauteur de 40 millions de dollars pour la première donc, campagne de Biden.
Et ensuite, eh ben, il s'apprêtait là à donner aussi, pour celle qui arrive en 2024, pour Biden si c'était présenté, ou pour n'importe quel démocrate, voilà, mais il aurait donné certainement encore plus que 40 millions de dollars, hein. Donc voilà, donc il a été reçu, il connaissait tout le monde dans ce qui s'appelle le WEF, c'est-à-dire cette espèce de nouvel ordre mondial, Schwab, Soros, peut-être même Macron, il le connaît aussi, enfin bon voilà, donc il était adulé, écouté, enfin bon, l'invité de partout. Bon, maintenant ça c'est clair qu'il ne sera plus invité quelque part, bon après on verra bien ce qui va devenir de lui. Mais en attendant, bon, il avait quand même un certain poids dans cette sphère de la bien-pensance, dans cette sphère de ce nouvel ordre mondial où on vous dit que, en fait, on pense pour vous, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez heureux, et que, en fait, même si vous ne possédez rien, eh bien, vous serez très, très, très heureux. C'est ça, hein, le but du WEF, hein. Donc, voilà, donc ça vous en pensez ce que vous voulez, mais en attendant, il était donc reçu partout, 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 et il avait vraiment énormément, beaucoup d'influence aussi. Alors, il y a aussi un côté, on vous dit qu'il est un escroc, parce que on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le hacking dont il a parlé. Il aurait dit qu'il aurait été hacké sur sa plateforme. Alors, les hackers lui auraient piqué un maximum d'argent, hein, bien sûr, le monde numérique, hameçonnage, machin, bidule, voilà, tout le monde le sait, hein, il faut faire très attention aux hackers. Mais il a dit que donc, effectivement, eh bien, il aurait donc été hacké, et il aurait perdu énormément, énormément d'argent, mais ensuite, on l'accuse d'escroquerie parce que il aurait, par rapport donc à ce hacking, il aurait récupéré, ou il aurait volé 1 milliard de dollars. Voilà. Alors là, le fait de dire oui, effectivement, j'ai été hacké, ça reste vraiment très flou. Donc là, encore une fois, ils vont certainement faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, les hackers, pourquoi tout d'un coup on lui dit donc ben, qu'il a volé donc 1 milliard de dollars par le biais du hacking. Voilà, là on se pose vraiment la question, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on le traite d'escroc. Alors, ça paraît bizarre parce que ça ne correspond pas à cette espèce d'altruisme efficace. Tout d'un coup, il voudrait un maximum de ronds. Bon, je ne sais pas, on verra bien. Je vous dis en fonction de tout ce qui va se passer, les enquêtes, les résultats, tout ce qui va se dire. Alors maintenant, bon, bah, il y a la crise aiguë de confiance dans l'écosystème des cryptos, hein, bien évidemment. Voilà, donc vous avez plein de vidéos qui circulent là-dessus. Qu'est-ce que vont devenir ces cryptos? Est-ce que les gens vont se calmer pour les cryptos, etc. Bon, peut-être qu'ils vont se calmer pendant un petit bout de temps, puis après, bon, ça va reprendre, hein. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, voilà. Donc, le mot d'ordre, donc, dans ces plateformes de crypto, ben, c'est quoi? C'est transparence, c'est sécurité. Donc, on vous dit aussi, ne laissez rien traîner sur ces plateformes, surtout dans le fait de stocker donc quelque chose. Ben, le meilleur moyen, c'est d'avoir une clé, voilà, de mettre tout sur votre clé. Et le problème, bah, c'est que si vous perdez votre clé, ou si vous vous rappelez plus de votre code, bah, là c'est mort pour vous, hein, parce que impossible de retrouver quoi que ce soit. Là vous perdez tout, hein. Donc pour vous dire que entre la clé et le code, ça c'est vraiment des choses qu'il faut mettre bien à l'abri, et ne surtout pas perdre, hein, parce que sinon c'est râpé pour vous.
Un dernier petit mot concernant donc l'écologie, parce que ces transactions, maintenant, il y a beaucoup de gens qui bossent sur le fait que ces transactions doivent être le plus rapide possible, c'est-à-dire on parle de millisecondes, donc à travers donc des algos qui ont mémorisé ce qui se passe donc sur la blockchain et tout ce qui a été fait, donc tout ça, mais dans un temps hyper record, parce qu'on veut rendre cette transaction de crypto comme ça le plus propre possible, le plus écologique possible, plus que vous savez que tous ces data centers, tous ces minages de Bitcoin, eh ben c'est pas difficile, ça demande énormément d'énergie, aussi bien d'électricité que d'eau, quoi, hein, autant des pénuries. Ben voilà, quoi, c'est quand même un gros souci. Bon ben voilà, donc c'était mon regard un petit peu, c'est même pas un regard, c'est sur ce qui se passe actuellement sur l'actualité donc des cryptos. Et puis pour vous dire aussi, ben, si vous faites des transactions, que ce soit dans la bourse académique ou dans la bourse des cryptos comme ça, ben, faites très attention, il faut être surtout super avisé de ce que vous faites, quoi. Voilà. Bon, moi je crois que j'ai peut-être un peu tout dit, j'ai peut-être dû un peu en oublier. Ah oui, et pour répondre aussi à un de mes abonnés, Poséidon, qui s'appelle donc Poséidon, et qui me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai derrière moi, eh ben, c'est tout simplement c'est Don Quichotte, hein, d'Honoré Daumier. Voilà. Ben c'est tout. Et puis, ben, si vous voulez laisser des commentaires, j'y répondrai très certainement. Et puis, ben, moi, en tous les cas, ben, je vous souhaite une super journée. Voilà, salut!